Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le trading de stablecoin, mais sur un asset un peu différent qu'on n'a pas trop vu, qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, puisqu'il est pas forcément accessible. C'est c'est difficile à trouver et c'est encore tout récent, tout neuf. Donc faut que le temps que les gens s'habituent à le trader dessus. C'est du trading de stable, donc USDT sur du contrat futur en fait. Euh, Ce qui permet d'avoir des gains beaucoup plus importants que si on le tradait via du margin, parce qu'il est accessible en margin aussi sur certaines plateformes, Binance, Bitfinex, pour citer que, les autres je les connais pas trop. Mais en margin, le problème c'est que au niveau des frais, si vous sortez pas de trade très rapidement, vous allez très vite perdre le peu de gains que vous auriez pu faire. Euh, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à un nouvel asset, c'est-à-dire que l'USDT adossé au futur, qui pour moi est beaucoup plus intéressant, pour limiter ses frais justement. Euh, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter, je vais vous expliquer un peu le Tether, l'USDT, pourquoi le Tether, vous expliquer un peu l'historique du Tether et qu'est-ce qu'on va utiliser comme stratégie en termes de risque, de gestion du risque et surtout de money management pour pouvoir trader ce stable sur du contrat futur en restant dans un encadrement très safe et prendre aucun risque. Le but c'est de capitaliser un petit compte. Donc c'est une vidéo qui s'adresse vraiment soit aux néophytes, c'est-à-dire des gens qui découvrent un peu le marché des cryptos et qui voudraient apprendre à trader sur un actif qui est super intéressant parce qu'on va dire qu'il est encadré. Ok, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi du comment. Euh, Pourquoi on peut appeler ça un marché encadré? Parce qu'en fait c'est un marché qui est pipé hein, pour toujours valoir l'équivalent grosso merdo de 1 $. Et du coup, c'est très facile de trader dessus parce que c'est comme si vous aviez un immense aimant au 1 $ qui fait qu'à chaque fois que le marché décale en dessous, au-dessus, on essaye de revenir au 1 $. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Pour quelqu'un qui essaye de trader, on essaye d'avoir via l'analyse technique, via aussi du fondamental, chercher des niveaux, comprendre une structure pour trouver une localisation de prix, d'objectifs, etc. Bah là, c'est un marché qui vous dit déjà, dans tous les cas, on va revenir au 1 $. Super facile à trader et c'est un petit peu what the fuck parce qu'on sait que on a très peu de chances de se tromper. Bref, je vais vous montrer, vous expliquer un peu, enfin on va venir un peu sur le Tether histoire de vous expliquer ça, surtout l'historique en fait qui est au niveau du Tether. Le Tether, pour bien comprendre le Tether en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, mais quand même un minimum pour comprendre ce qu'il en est exactement. Déjà, il faut comprendre que le Tether appartient à une société qui s'appelle Tether Limited. Ok. Cette société, elle a deux structures. Un, le Tether, ok, c'est celle qui met en place et qui propose le Tether, donc l'USDT, et Bitfinex, qui est une plateforme d'échange. On va dire que c'est la plateforme d'échange qui est la plus utilisée par les gens qui sont plutôt bien capitalisés parce qu'elle ne propose pas des margins complètement aberrantes et folles. Du coup, les gens qui ont du capital aiment bien aller sur cette plateforme parce qu'ils la trouvent beaucoup plus sécurisée que n'importe laquelle. En termes de technologie, c'est beaucoup plus abouti que toutes les plateformes qui y a actuellement sur le marché, pour en avoir testé plusieurs. Les algo traders, les institutionnels qui vont rentrer sur du spot market ou via des algorithmes de trading parce qu'ils proposent des choses comme le Money Framework où on peut mettre nos propres stratégies d'algo assez simplement sur l'exchange. Voilà, on va dire que ceux qui ont un bon capital préfèrent Bitfinex que du Binance ou d'autres plateformes. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Tether a été créé, c'est un stablecoin, donc le but en fait, c'était que pour chaque coin émis, il est adossé à 1 $. Ça, c'est le white paper de base. Bon, c'est pas vrai, mais on y reviendra après. On va revenir après, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vrai. En 2018, il y a David Girard qui a écrit dans le Wall Street Journal que le Tether, en fait, c'était la banque centrale du crypto trading
mais en fait qui se conduisait pas vraiment comme une institution financière vraiment carrée, responsable et censée. J'ai envie de vous dire, on est dans le monde de la crypto. Est-ce que le but de Tether, c'était d'être une forme de banque centrale? J'en suis pas convaincu. Avoir beaucoup de volume et de liquidité, puisque c'est ça qui leur fait gagner de l'argent, bien sûr. Mais de là à devenir responsable et censé comme les banques centrales. D'ailleurs, vous voyez, pendant que j'en parle, ça m'a hérissé le poil. Est-ce qu'une banque centrale est responsable et censée? Bon, ce qu'on a vu là durant la crise du Covid, permettez-moi d'émettre des doutes dessus, et je pense que je suis pas le seul. Le prix du Tether a chuté à son plus bas 15 octobre 2018. Je l'ai pas sur les graphes parce qu'en fait il n'était pas encore sur Bitfinex, donc vous l'avez pas devant les yeux, mais son prix le plus bas a été à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il y a comme information aussi qui sont importantes? Ouais, le fin 2018, mois de novembre 2018, il y a Bloomberg qui signalait en fait via les terminaux Bloomberg et via leur site de communication, que ce soit les sites internet ou via les terminaux Bloomberg, enfin les terminaux Bloomberg, qu'en fait il fallait faire attention au niveau de l'USDT en fait, parce qu'il y avait des procureurs américains qui étaient en train d'enquêter sur l'utilisation du Tether pour manipuler un peu les prix du BTC. Ça, c'est quelque chose qu'on avait vu sur les terminaux Bloomberg et qui avait commencé à faire un peu peur. Mais bon, je vais essayer de rester neutre en fait sur mon avis personnel entre USDT et les États-Unis en général, parce qu'en fait vous allez vite comprendre pendant que je continue à vous présenter un peu le Tether qu'il y a une forme de comment dire euh, on va dire que les États-Unis n'aiment pas le Tether, mais est-ce qu'ils ont des bonnes raisons ou pas de ne pas l'aimer? J'en sais. Enfin, c'est pas. J'ai mon avis, j'ai pas envie de l'expliquer ici, mais il y a une problématique qui fait que le Tether, bah, clairement, un truc qui est là pour concurrencer le dollar sur un marché un peu exotique, qui est le marché des crypto-monnaies, vous vous doutez bien que ça va pas du tout plaire aux lobbies, aux institutions financières et bancaires des États-Unis. Surtout qu'en plus on se permet de l'adosser à leur propre dollar. Ça plaît pas et c'est normal. Euh, En plus, il faut comprendre que depuis 2019, le Tether a même dépassé les volumes de transactions du BTC. C'est plus de 56 milliards de dollars d'échangés par mois sur le Tether. Donc, niveau US, vous voyez ce que je veux dire, c'est déjà on n'aime pas trop pour tout ce qui est institutions financières, etc. Le marché des cryptos, le BTC. Mais là, en plus, on se rend compte qu'il y a un truc qui imite le dollar sur ce qu'on va appeler un semi-fiat. C'est un terme que vous allez beaucoup entendre dans cette vidéo. C'est pas un terme officiel, c'est un terme que moi j'utilise. Pour moi, voilà, le USDT, le BUSD, le DAI, c'est des semi-fiat en fait. Hein. C'est un peu des fiat déguisés pour éviter surtout l'imposition dans beaucoup de pays, parce que du moment qu'on reste en crypto, il n'y a pas d'imposition. Donc voilà, le but premier de cette création, elle est là, hein, clairement. Et je pense que le fait que le Tether ait dépassé depuis 2019 les volumes de transaction du BTC, en fait, c'est ce qui a causé beaucoup des problèmes que je vais vous expliquer sur le Tether. Et si je vous explique tous ces problèmes, alors que je suis en train de vous dire d'aller trader dessus, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous expliquer justement quelle stratégie après, un peu plus tard dans la vidéo, on va mettre en place pour éviter ces situations où quand il se passe des choses autour du Tether, bah on se retrouve pieds et mains liés et qu'on puisse plus rien faire et qu'on se prenne une liquidation. Vu qu'on parle de contrat futur, vous comprendrez qu'on va parler de liquidation. Le but c'est de pas se faire liquider, c'est de prendre des profits, de gros un capital, de capitaliser le plus possible et en ayant des paramètres qui font que on se fera pas liquider. En avril 2019, vous allez voir ici, là pour moi ici j'ai pas trop à vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, bon le Tether existait déjà, mais il est arrivé sur Finex, donc vous savez ce que c'est quand une nouvelle monnaie arrive, enfin quand une nouvelle pièce arrive sur un échange, les premières semaines sont un peu bizarres. Et là clairement c'est ce qu'on voit ici sur ce spike. Donc pour moi il n'y a pas trop envie de discuter, vous comprenez que ça arrive sur la plateforme, etc., que les gens s'y intéressent beaucoup, et après on rentre dans la normalité. On rentre dans la normalité, quand on revient dans la normalité, on se retrouve ici, ok, ça pour toute la période 2019, de février à avril 2019,
On était au-dessus des 1 $, mais pour moi c'est un peu normal. C'est le stable qui avait le plus de succès en fait, et du coup le plus utilisé, qui dit beaucoup plus d'utilisation que les autres. Bah du coup ça dévie un peu, puis on est forcément un peu au-dessus des 1 $. Maintenant, là on arrive, c'est le 25 avril 2019, je me rappelle parce que j'étais devant les écrans à ce moment-là, et je trade à titre personnel sur Bitfinex, et j'ai vu justement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a le procureur général, l'AG, ok, le procureur général de New York, qui, comme ça, alors que personne s'y attend, annonce quelque chose d'assez grave en fait. Elle explique, en fait, elle accuse Bitfinex d'utiliser l'USDT pour masquer une perte de 850 millions de dollars depuis mai 2018. Mais dans la première communication, elle donne pas plus de détails que ça. Donc forcément, vous vous doutez bien que sur la plateforme Finex et puis toutes les autres, parce que l'USDT vous l'avez aussi sur Kraken à cette époque, vous l'avez sur quelques plateformes, bah ça s'affole en fait. Mais petit à petit, on va avoir d'autres infos. Donc ça, vous voyez, c'est pour le 25 avril 2019. Mais petit à petit, derrière, on va avoir d'autres infos qui vont arriver et qui vont, bah, en plus, rassurer beaucoup, bah, quelqu'un comme moi, par exemple, qui a un gros capital sur Bitfinex. Les infos suivantes qui vont arriver, j'ai l'impression que c'était volontaire de ne pas le dire dès le départ. Je pense qu'on a voulu tester un peu jusque où une news comme ça pouvait nuire à une société comme Tether Limited. Et on s'est rendu compte en fait que ça fonctionnait pas trop, hein, parce que vous voyez, sur une news qui est aussi grave, on parle de pratiquement 1 milliard de dollars de disparus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sur Finex, on est descendu à... Attendez, je vais mettre la crosse, ça sera plus simple pour vous. On a perdu 2%. Après, attention, 2% enfin sur un semi-fiat, c'est énorme. Mais, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Le truc, il a pas chuté à 50 centimes. Bon, bref. En plus, quelques heures après, on commence à avoir un petit peu plus d'infos, parce qu'il y a des réponses, il y a un vrai combat à ce moment-là entre l'AG de New York, enfin la procureure générale de New York et Bitfinex. Et les infos suivantes, en fait, et elle les dément pas, c'est qu'en fait, elle a pas trop tort dans ce qu'elle dit. Il y a vraiment 850 millions qui ont, entre guillemets, disparu, mais on sait où ils sont. Ok. Et la procureure générale de New York sait très bien où ils sont, parce qu'en fait, c'est des fonds qui ont été seized, donc confisqués par le FBI, et qui sont entre les mains du FBI. Donc bon, entre le premier message qui dit qu'il y a une perte de 850 millions de dollars, nous, quand on a ce message-là, on pense que c'est un hack, en fait, qu'il y a eu un hack, et que Bitfinex s'est fait scam de 850 millions, qui ont disparu de la plateforme. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça, et on a d'autres infos qui arrivent derrière. C'est que, comme je dis, en fait, c'est le FBI eux-mêmes qui les ont saisis à la demande, à la demande en plus du procureur général. C'est là où il y a des choses qui sont pas trop folles. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, si vous voulez, pour rentrer un peu dans le détail de ce qui s'est passé exactement, c'est que Bitfinex, en fait, ils ont eu énormément de mal à trouver une banque pour travailler avec eux. Alors que c'est l'un des échanges, c'est pas l'échange qui a le plus de volume au monde, mais pour moi, c'est l'échange qui a le plus de volume réel au monde. C'est-à-dire si on enlève le margin, etc., les effets de levier, en termes de volume réel, je pense que c'est pratiquement le top 1 monde. Euh, et le fait qu'ils aient pas réussi à travailler avec des banques, ils ont travaillé avec une banque douteuse au tout départ, une banque taïwanaise, je vais pas la citer ici, parce qu'en plus je me rappelle plus d'ailleurs. Ils ont travaillé avec une banque taïwanaise, mais ils se sont rendus compte que c'était pas le top, que les clients, un client comme moi, vous voyez, qui a un compte à plusieurs centaines de milliers de dollars chez eux, euh, quand on dit que virement entrant, virement sortant, ça va se faire via une banque taïwanaise, je préfère passer par Kraken, qui me sert juste de banque crypto, on va dire, faire un virement d'un compte SEPA européen vers mon compte Kraken, transformer ça en crypto et les envoyer sur Bitfinex après. Et c'est 95% des utilisateurs de Bitfinex à l'époque où ils travaillaient avec cette banque taïwanaise, c'est ce qu'ils faisaient. Et du coup, Bitfinex, ils ont toujours eu du mal à avoir du fiat, que ce soit en réception ou en envoi, à cause du fait qu'ils n'ont jamais ils ont jamais eu l'opportunité de travailler avec une banque sérieuse. Bon, du coup, ils cherchent plutôt qu'une banque, ils se disent on va travailler ce qu'on appelle les monnaies transmitteurs.
Les monnaies transmitteurs, pour faire très très bref, c'est des sortes de banques électroniques. Et ils travaillent avec un monnaie transmetteur qui s'appelle Crypto Capital. Euh, Ce qu'on sait en fait sur le fait que le FBI ait confisqué c'est presque 1 milliard de dollars, c'est que Crypto Capital, qui est une société qui travaille, elle, et qui a réussi à travailler avec des banques qui sont basées au Panama, en Pologne et au Portugal, Pologne et Portugal pour l'introduction européenne, et Panama pour couvrir tous les US, les Amériques, parce que du coup c'est Amérique du Sud, centrale, Amérique du Nord, et parce que Panama travaille aussi beaucoup avec la région asiatique, enfin au niveau bancaire, et du coup leur point d'entrée est intéressant. Euh, mais ce qu'on apprend là en fait, c'est que le FBI justifie cette confiscation par le fait qu'en fait les fonds de ce qui explique le Reggie Fowler, qui est le dirigeant de cette société, qu'il y aurait eu une confusion des fonds entre des dépôts sociétés et clients et qu'il n'y a jamais eu de contrat signé entre Crypto Capital et Bitfinex, TTR, Bitfinex, enfin Tether Limited. Ouais, vous voulez me dire et vous voulez nous faire croire qu'en fait il y a un virement de 850 millions de dollars qui est parti d'une société à une autre et qu'il n'y a pas eu de contrat. Bon, moi je suis pas convaincu par ça pour avoir travaillé avec les circuits bancaires traditionnels, on va dire. J'y crois pas du tout. Pour moi, c'est même impossible parce qu'un tel montant en plus, c'est forcément un virement Swift. Sur une entrée Swift, on a ce qu'on appelle les formulaires MT 103, 104, MT 103, MT 103, les formulaires MT 103. Il y a des raisons au virement et il y a une ligne de suivi en fait. Le virement n'arrive pas d'un instant, il y a une ligne de suivi pour passer la transaction. On va pas dire que c'est un peu comme la blockchain, mais ça y ressemble un peu au niveau des formats Swift pour faire un virement d'un endroit à un autre. Euh, le formulaire MT-103 est là pour ça, c'est pour expliquer ce qui se passe, où est-ce qu'il en est. Euh, Enfin, si vous connaissez des gens qui ont un peu d'argent sur leur compte et qui travaillent avec des banques très très sérieuses, moi c'est mon cas, je peux vous dire que quand vous pingez votre banque, que vous leur demandez un formulaire MT-103 pour en savoir où est exactement votre virement, vous avez l'information. Bon, je trouve ça très 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 bizarre. Euh, la procureure, là, on parle de l'échange, voilà, la procureure a fait peur, Bitfinex commence à répondre, et en fait, il y a un échange qui se passe un peu sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, et le procureur, en fait, enfin, la procureure affirme qu'en 2018, Bitfinex et Tether savaient ou soupçonnaient que Crypto Capital s'était échappé avec l'argent, alors que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je viens de vous expliquer qu'en fait, c'était pris par le FBI. Donc, elle a essayé de continuer à faire peur, en fait, euh, avec ça, et puis en expliquant qu'en plus, ce qui est le plus grave, c'est que les investisseurs, ils avaient jamais été informés en fait de la perte. Et ce à quoi, pour clore le débat, Tether, enfin l'avocat de Tether, répond qu'il n'avait pas informé leurs clients en fait, car ils avaient en fait parce qu'ils avaient utilisé des fonds privés d'investisseurs. Bitfinex a des investisseurs de longue date qui ont permis à Bitfinex et Tether de lancer leur projet et tout. Ils sont backés par des fonds asiatiques. Ça tout le monde le sait. Les gens qui sont chez Bitfinex et qui ont un peu de capital, qui connaissent un peu l'histoire, sont au courant. Donc bon, cette histoire rassure un peu on va dire les utilisateurs de longue date de Bitfinex, et on se rend bien compte que voilà qu'il y a un vrai combat entre la procureure générale de New York enfin Tether Limited pour on ne sait pas trop, c'est pour essayer de faire peur. En tout cas, le message est très 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 mal passé et on le voit ici, hein, c'est que vous voyez, la procureure parle, boum, ça fait peur. Derrière, non seulement on revient à la normale, mais en plus ça rassure tellement les, euh, les, les gens qui utilisent le Tether en général que derrière, bah, le marché, enfin, d'un moins 2%, il passe à un plus 5-6%. Je me rappelle, j'ai vu pratiquement 1,06. C'était même chiant parce que bah, ça coûtait super cher de sortir des positions. Enfin, quelqu'un qui tradait du BTC, etc., quand vous vouliez passer semi-fiat, en fait, c'était super chiant et ça a duré pas mal de jours. Il y a eu ce sentiment de, de, de zénitude, en fait. Une partie des gens qui ont l'habitude de travailler finesse, on a perçu ça comme un bras de fer
qui avait été lancé par la procureure générale de New York, et qui avait été totalement gagné par Bitfinex et ses avocats, et à tel point qu'en fait elle a perdu en crédibilité, mais totalement en fait. Euh, Là voilà, c'est la réponse de Tether, vous voyez, dès le lendemain, enfin quelques heures après en fait, ça s'est passé pas la nuit avec le décalage horaire. Non seulement nous travaillons sur une solution avec des fonds privés donc nous n'avions pas à en informer nos investisseurs, mais en plus vous savez très bien qu'ils ne sont pas perdus car ils ont été saisis par le FBI sur des comptes en Pologne, au Portugal et au Panama, affaire Crypto Capital Corp. Bref, voilà ce qu'on en est pour expliquer les plus gros mouvements qu'il y a eu sur le Tether, enfin une partie des plus gros mouvements. Il y a celui-ci aussi, vous voyez où il est venu pratiquement en 1,06 dans la nuit du 12 au 13 mars, normal, hein, chute du BTC, 40%, l'USDT prend un plus 6%, tout à fait légitime et normal. C'est que quand il y a une décorrélation parfaite entre les semi-fiat et le BTC qui est le poumon des marchés, hein. Quand le BTC chute en général, les autres cryptos tous, et quand le BTC se porte bien, il draine les autres avec lui. Donc bon, ça, je ne vais pas vous expliquer plus que ça le pourquoi du comment, je pense que vous le comprenez. Vous verrez si vous avez l'habitude de trader quand vous sortez de position sur du semi-fiat, souvent USDT ou d'autres d'ailleurs, vous avez cette décorrélation parfaite qui est juste normale. En plus de ça, ce qui se passe là, c'est pour ça qu'on est monté super vite et tout. Tether, je pense qu'il a, enfin Tether Limited, hein, c'est la maison mère de Bitfinex et l'USDT en fait, Tether lui-même. Je pense qu'ils avaient préparé qu'un jour quelqu'un vienne un peu leur chier dans les bottes, parce que dans ces fameuses mèches là que vous voyez où ça va à 6% sans raison, enfin sans raison, c'est pas une chute du BTC, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils annoncent, en plus à ce moment-là, sans aucune pression, non seulement on n'a pas informé nos clients parce que le problème est géré de notre côté, mais en plus, on en profite pour vous annoncer la création du Léo. Le Léo, ok, c'est un peu instable comme l'USDT, mais qui est backé enfin dans le white paper, elle était backée sur du Yann. Et on peut déjà vous dire qu'il y a 1 milliard de dollars d'investisseurs via l'IO qu'on va lancer sur notre plateforme, qui vont, c'est pas qui ont l'intention, c'est qui vont acheter pour backer 1 milliard de dollars. Ok, bon, vous voyez pourquoi en fait on est resté super haut et pendant pas mal de jours parce que y a même eu une euphorie d'ailleurs. Un peu foufou tout ça, hein, mais c'est des choses qui peuvent se passer. Surtout quand voilà, on sait que dans les domaines bancaires et financiers il y a des formes de lobby et tout, faut faire très attention à tout ça. Euh, quelques jours après, et c'est pour ça qu'on est resté haut aussi, c'est que pendant qu'on était aux alentours du 30, voilà, c'est pour ça que ça part chuter vite derrière, on apprend la mise en inculpation de Reggie Fowler par cette même procureure. Reggie Fowler, c'est le patron de Crypto Capital, donc cette fameuse société qui s'est vue saisir les fonds de Bitfinex, parce qu'en fait, on apprend à ce moment-là que Reggie Fowler, qui est le dirigeant de Crypto Capital, il est inculpé en fait pour avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent, ce que je vous expliquais tout à l'heure, monnaie transmitteur, sans licence. Et en plus sur des opérations en crypto. Déjà sans licence, c'est compliqué, mais en plus sur des opérations en crypto où très vite on peut partir dans des trucs. À l'époque, on commence on commence tout juste à avoir les formes de KYC, AML, etc. Mais avant les échanges et tout ce qui est lié aux crypto, on s'en foutait un peu, quoi. Donc, vous voyez tout de suite le problème. Et on explique qu'il aurait omis, c'est là où c'est merveilleux, dans le communiqué on explique qu'il aurait oublié de rendre 850 millions à un client anonyme. Je vous fais le lien, non? Je pense que vous l'avez fait tout seul. Bref, voilà on en est. Quelques temps plus tard, ça c'est le même jour que cette mise en inculpation,
que la mise en inculpation. Il y a l'avocat de Tether qui, cette fois-ci, va pas répondre au procureur de New York et tout, mais va chercher à être transparent avec les clients de Bitfinex et les gens dans le domaine de la crypto en général, parce que l'USDT est utilisé partout. Et il explique en fait qu'il faut... c'est pour ça que tout à l'heure je vous expliquais que le Tether était adossé à $1, mais qu'on y reviendrait plus tard parce que c'était pas forcément vrai. Et il explique en fait, on n'est pas à $1 pour chaque USDT sur le marché, mais on est exactement à 0, enfin à 74 cents, ok, 0,74 dollars, parce qu'en fait il faut inclure les prêts aux entreprises affiliées, entendre entre les guillemets Bitfinex, pour ce problème qu'il y a eu de fonds bloqués par le FBI. Voilà, pour chaque Tether en circulation. Ce qui va permettre un peu de rassurer les marchés. Voilà, beaucoup de choses font qu'on va rester au-dessus de ces 5%, au-dessus des $1 pendant quelques temps. C'est parce que là, il y a même, on est passé d'une forme d'inquiétude à une forme de hype en fait. Par rapport à leur gestion de la communication pendant cette crise, etc. Ils ont carrément retourné le cerveau. Enfin, retourné le cerveau, oui. Je pense qu'ils ont même un petit peu trop rassuré. Mais en fait, là, en termes de crédibilité, ils sont sortis gagnants de ce fight avec la procureure, clairement. Voilà. Pour expliquer un peu l'USDT sans... Je ne vous refais pas tout l'historique non plus, mais parce que déjà on y a passé pas mal de temps. Mais ça vous permet en fait d'expliquer les spikes qu'il y a eu, où est-ce qu'ils sont, quelles conditions pourraient nous y ramener, etc. Donc vous voyez, même sur des trucs, des infos super violentes, où on parle de pratiquement $1 milliard disparus, plus disparus, etc. Ok, on a un encadrement de marché, on a des tops et des bottoms historiques sur vraiment des trucs super importants. On pourrait même en mettre deux, on pourrait se mettre, pour en mettre un autre ici, hop, hop. Et on va pouvoir faire pareil de l'autre côté. Le bottom historique. On peut en remettre un là. Et maintenant, je peux vous expliquer la suite. Alors la suite, en fait, c'est que, pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis un trader algorithmique depuis 2012, grosso merdo, où je fais pratiquement que ça, du trading algorithmique. Parce que plutôt que d'aller chercher des profits sur du moyen long terme, je préfère avoir des profits stables mais perpétuels tout le temps, et dès qu'un marché me dérange, retourner ma veste et partir sur un autre marché. Je suis là en pur spéculateur. J'ai appris à aimer le marché des cryptos en y étant, mais à la base, honnêtement, quand je suis arrivé sur la crypto, j'en avais complètement rien à foutre. Pour moi, c'était juste un asset avec un fort potentiel de volatilité, et point. C'est ce qui m'a attiré. Qu'est-ce que c'était la crypto, le pourquoi du comment. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais à l'époque, j'en avais complètement rien à faire. Donc, au niveau du trading, en fait, si vous tradiez comme là, ce que vous avez devant les yeux, en fait, c'est l'USDT, enfin c'est la différence entre le Tether et l'USD chez Bitfinex. Donc pour le trader, c'est très simple en fait, que vous pouvez rentrer soit en spot, soit en margin. Le problème du margin en fait, c'est au niveau des frais. Ça sera moins le cas sur Bitfinex si vous le tradez en margin, mais là où vous allez avoir des problèmes, c'est sur beaucoup d'autres exchanges, dont un particulièrement qui est Binance. Binance, le problème, c'est que dès que vous rentrez un ordre, je ne vous parle pas d'un trade exécuté, mais dès que vous rentrez un ordre, vous payez des frais sur votre margin. Si vous rentrez avec un effet de levier, sur Binance, vous avez le droit du x3, x5, x5 si votre taille de position ne dépasse pas les 1 BTC. Dès que vous mettez l'ordre dans votre carnet, enfin dans le carnet d'ordre, les frais démarrent. Le problème, c'est que le seuil de rentabilité de ce type de marché, avec de la margin, fait que vous pouvez tenir une position au maximum 16 heures. Grosso merdo, sur une stratégie où vous allez chercher entre 2 et 8 ticks, vous pouvez tenir votre position 16 heures maximum. Au-delà des 16 heures, avec de l'effet de levier et donc un emprunt pour rentrer en trade, vous ne gagnez plus d'argent. Et vous commencez même à en perdre. Le problème, c'est qu'on est sur un marché qui a besoin pour bouger, pour avoir de la volatilité, que le BTC bouge en fait.
Et si vous rentrez le week-end ou des jours où ça bouge peu, ou parce que le BTC a tout simplement pas envie de bouger ce jour-là, avec du margin, vous êtes vite perdant. Donc mon idée, mais en travaillant, en ayant énormément de rigueur, etc., on peut quand même gagner de l'argent. Moi, je le fais avec voilà, des solutions algorithmiques derrière. On gagne de l'argent, mais on perd énormément de potentiel du fait que les frais pour tenir une position coûtent très très cher. Donc mon idée en fait c'était de trouver une forme d'asset un peu différente qui permettrait de ne pas avoir ces frais ou de les réduire au maximum. Et donc dans ma recherche j'ai fouillé un peu partout et j'ai trouvé, on va y aller tout simplement, USDT, j'ai trouvé ça. FTX, qui est une plateforme un peu exotique parce qu'on peut faire plein de choses. Je vous la présenterai très très rapidement après. Je vous rassure, je vous le dis, la vidéo, c'est pas une vidéo sponsorisée pour parler de FTX, mais je vais être obligé de vous en parler pour, euh, pour vous présenter, pour vous expliquer le contrat futur de l'USDT sur leur plateforme, parce qu'en fait c'est les seuls à le faire déjà premièrement, et deux, je vous présenterai quand même un peu la plateforme pour, si vous décidiez de suivre cette stratégie qui vous permet bah, carrément de doubler un capital, mais là je vous vends pas du rêve, hein, on va rentrer dans le détail, je vais vous montrer des choses et je vais vous montrer comment le faire ou comment s'en rapprocher surtout. Euh, je suis bien un peu obligé de vous expliquer comment le faire, à quoi faire attention, parce que je sais très bien que mon public, c'est pas forcément que des pros, et qu'il peut y avoir des néophytes qui traînent par là, et mon but, c'est pas d'envoyer des gens au charbon se casser les dents, clairement. Donc voilà, on est sur le FTX. Le FTX, vous voyez, il est arrivé sur le FTX, l'USDT en contrat futur est arrivé en mars 2019. Comme vous voyez, c'est super récent. J'ai pris j'ai pas voulu vous en parler tout de suite dès que c'est arrivé parce que en fait, j'observais le comportement. Vu qu'on a, là, écoutez bien, on a un effet de levier sur de l'USDT x 100. Donc vous vous doutez bien que au lancement, j'allais pas dire aux gens allez-y, courez dessus. Je voulais observer si on on n'allait pas avoir des ratios complètement what the fuck du fait qu'il y a un levier x100 sur un stable. Enfin voilà, on pourrait avoir des décalages de 40-50 centimes sans aucun problème pour moi. D'ailleurs, est-ce que je peux vous faire ça? J'aimerais bien faire UST Bitfinex. Ok. Est-ce que ça vous permet... Ouais. Bon, ça vous permet de voir qu'on est... Oh, là, il y a un décalage un peu bizarre. Je pense que... Bah oui, c'est normal, c'est à l'époque... on est sur avril 2019, c'est quand il y a les problèmes avec la procureure générale. Ouais. Il y a une inversion, vous voyez, quand c'est monté sur le TTR, sur la plateforme Bifinex, ici, ça a mis du temps à... Ah, sur du contrat futur, il y a un effet de levier de x100. Vous voyez ce que je veux dire, c'est là ce qu'on avait vu tout à l'heure avec les gens qui étaient vachement rassurés chez Bitfinex et tout. Bah vous voyez là sur quelque part du contrat futur, ça n'a pas été le cas. Ça a mis beaucoup plus de temps que ça à être rassuré. Voilà. Donc là on est sur FTX, contrat futur, effet de levier jusqu'au x100. Attention, hein. Moi je vais pas vous vendre du allez-y en x100, hein, c'est trop. Non, ça va pas du tout être ça. Le but en fait, ça va être de mettre une stratégie en place pour trader sur contrat futur avec un encadrement de marché. Pour ça, vous voyez, je triche pas, je repasse dessus. 1.05, 0.98. C'était top, bottom. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va repasser sur le contrat futur. Et en fait, on va juste replacer nos limites, mais avec encore plus de sécurité. Parce qu'on est sur du contrat futur. Donc, qui dit contrat futur, effet de levier plus élevé, on va y aller sur plus de sécurité. On était sur 1.05. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est qu'on se cale sur du 1.10, donc 5% de plus ici, et sur du 0.90, même si on était 0.98 de l'autre côté, on va prendre une grosse sécurité en sachant que ce qu'a fait
Ouais, le top bot. Ah merde, ça m'a changé l'autre. Je vais vous remettre ça propre. Tac, tac, tac. On va le grossir. On va même mettre. Voilà, celle-là elle est pas mal. Hop. C'est ça que je voulais faire. On va la laisser grosse quand même pour pouvoir la voir. Pas autant non plus. Voilà. Tac. On va même mettre celle-ci. Voilà. Sur FTX, les excès en fait se sont situés ici. 0,94, 1,04, 1,05. Nous, on va se dire que ici, c'est nos zones de liquidation. Ok, 0,90, 1,10. On est relativement large, on y va avec plus de sécurité. Maintenant, on va zoomer encore plus à l'intérieur. On va passer pour ça en early. Hop. Et ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment trader ces zones. Et pour ça, en fait, c'est très très simple. Moi, je vous propose une stratégie que je trouve. Je dis pas que c'est celle que j'utilise. Je vais pas vous mentir, je dis pas ça, mais je vais quand même pas vendre ma propriété intellectuelle. Mais je vous propose une stratégie qui est très très rentable, que tout le monde peut utiliser, qui est vraiment, il n'y a pas besoin d'un bac plus 12 pour la mettre en place, et qui est rentable. Sûrement là enfin moi sur du trading algorithmique, j'aurais plus de rentabilité encore. Maintenant, je vais pas vous expliquer comment je fais non plus, mais ce que je vais vous expliquer et vous montrer là, et vous allez voir, c'est quelque chose qui est relativement très rentable. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un seul indicateur c'est l'avantage en fait de trader du stable, c'est que comme vous avez vu, on a cette forme d'aimant autour des 1 dollar. Vous voyez, il y a des mèches, mais on reste à l'intérieur. Niveau analyse technique, ouais, je veux dire, on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de choses super compliquées parce que il n'y a rien de compliqué en fait. Vous allez juste avoir besoin d'un indicateur. Je vous le mets ici, même si je l'ai déjà là-haut. C'est pour que vous le retrouvez. C'est le Viper. Ok, volume profil de sultan. Hop, hop, hop. Du coup, moi, je l'ai déjà. Donc, il est ici. On va attendre qu'il charge. Il est un peu long à charger. Et le seul truc que j'ai besoin, en fait, c'est de pouvoir rentrer des trades à l'achat et à la vente sur ce contrat futur avec un certain effet de levier. Le money management, on y viendra après parce que pour l'instant, là, je vous ai expliqué le système de fees. Le système de fees sur du contrat futur, je vous le remontrerai après cette explication, mais sur contrat futur, en fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fees. C'est ça qui est super intéressant. Alors que sur du margin, Binance, Bitfinex, etc., vous allez avoir des frais de garde. Là, il n'y en a pas. Enfin, il y en a, mais je vais vous montrer qu'en fait, il n'y en a pas et que vous êtes même gagnant en général. Voilà pour le système de fees. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait, comment on gagne de l'argent dessus. Très très simple. Vous prenez un simple rectangle. Tac, tac. Vous prenez les 24 dernières bougies. Ah d'ailleurs, je vais l'enlever comme ça, ça vous permet de découvrir ça si vous ne connaissez pas. Bon, en fait, vous prenez l'étendue des dates. Pareil, vous voyez, il ne faut pas un bac plus 15. Hop, les 24 dernières bougies. 24 bars, un jour. Ok. Ici, à l'intérieur, vous allez chercher à constituer un rectangle. Au début, mettez-le n'importe comment. Juste vous le posez et après on va jouer avec. Maintenant, le but dans ces bougies, c'est de trouver des points d'entrée et des points de sortie. Le Viper, en fait, que je vous ai mis ici, il va vous donner des zones à sniper. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs sur les 94. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, 94, il y a du monde. Eh ben, on va tenter des entrées à 95. La sortie, où est-ce qu'elle se fait? À 1,02. Enfin, ici, il y a du monde, mais 5 ticks, 4 ticks, ça fait pas assez. On va chercher un peu plus haut. Au 1,02, on va se mettre juste en dessous. 1,01, ok. Donc là, en fait, ouais, j'ai pas fait quelque chose de grandiose. J'ai regardé avec Viper où est-ce que j'avais des gens qui se plaçaient. J'ai évité d'avoir deux blocs à traverser à chaque fois. Donc j'évite ce bloc. Ça veut dire que je fais mes achats à 0,99-95 dollars. J'ai le premier bloc ici qui devrait soutenir le marché.
premier passage, là j'ai ma première, entre guillemets, première résistance. Ok, bon bah je mets mon TP juste au-dessus, juste avant la deuxième résistance qui est au 1,002. Enfin, résistance, vous avez compris, endroit il y a un peu de monde. Maintenant, pour voir le niveau de rentabilité, en fait, là c'est pareil, il n'y a pas besoin d'être un génie. Simple droite de tendance. Qu'est-ce qui se serait passé ici? Ah, j'aurais acheté une première fois ici. Ok, du coup j'aurais vendu ma position ici. Je vais pas aller jusque là-haut, ça y a été. Ici je serais sorti du marché. Du coup, comme je suis sorti du marché ici, bah vous rentrez instantanément. En fait, je vous donne un exemple. Ici vous avez 500 $. Pour l'instant je parle pas d'effet de levier. Je viendrai à, on verra après pour l'effet de levier et risk management. Si ici vous aviez acheté à 500 $, le but c'est quand ici vous mettez 500 contrats, comme on est sur du futur, 500 contrats, ici en fait vous en mettez 1000 parce que vous avez acheté 500, les 500 ferment votre contrat et les 500 pour revendre tout de suite. Et même s'il y a une bougie qui va là-haut, bon, on est très loin des 1.10 de votre liquidation, on est à 1.0016, rien à foutre. Du coup ici ça vous rentre en position automatiquement et ah bah la même bougie en fait, alors attendez, faut que je vous fasse un bon, la même bougie revient. Donc ça fait déjà un aller-retour, deux allers-retours. Ok. Bon du coup pareil, ici 500 $ l'achat, ici vous sortez à 1000, donc moins 500 de votre premier contrat fermé, vous repartez avec un moins 500 $ en short, ici vous repartez, voilà, plus 1000, fermeture de 500 contrats en short, plus 500, prochaine sortie ici. Ok. Toujours pareil, au niveau des contrats, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, mais du coup, on ressort ici. Du coup, on repart de là, on repasse ici, parce que bah, il y a une mèche qui dépasse. Dans la même bougie, on retourne en bas. Ça, c'est bien quand ça fait ça. Honnêtement, c'est pas tout le temps, mais c'est super, parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de mouvement. Et là, depuis, on serait pas sorti. On serait encore en trade au niveau de cette bougie. Donc, on va l'enlever. Ça va pas nous déranger. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 24 heures, en tradant sur l'achat, on aurait fait un aller-retour de 3, 4, 5, 6, 7. Sur une stratégie qui donnerait entre 0,95 et 1,01, en fait, c'est du CTIC. Sortir la calculette. On est sur du CTIC. 0,006. Je vous prends l'exemple d'un compte à 500 $ fois 500 et on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 7. Voilà, avec 500 $, vous auriez fait 2 $ 10. Là, vous allez dire, il nous a vendu du rêve, cet enculé, mais il n'y a rien à gratter. Ok, là, je vous ai juste montré, sans vous expliquer le money management derrière, quoi faire. Donc il n'y a pas l'effet de levier en fait. Là votre liquidation elle n'existe pas, elle est inexistante. Maintenant le but ça va être d'utiliser la force et la puissance de l'effet de levier avec le fait qu'il n'y ait pas de fees ou peu ou gagnant. Je vais vous montrer après pourquoi pour en profiter. Maintenant si je vous dis que là en fait sur chaque position vous aurez pu rentrer avec un effet de levier x15 tout en regardez où vous étiez en sécurité. Pourtant, il y a eu des belles bougies, vous voyez, il y a eu des belles mèches. Les mèches, on est très loin des 0,90. Aucun risque ici, 1,0016 pour 1,10, on en est super loin. Mais du coup, vos 2,1 $, enfin, en fait, c'est plus simple. On est sur du CITIC, c'est ça que j'ai dit, 95, 1,01. On est sur du CITIC 0,006. CITIC fois on a dit qu'on était sur du 500 $. En fait, ça fait 0,30 cents par aller-retour. Enfin, une entrée, une sortie. Maintenant, si vous avez un effet de levier x10, ça vous fait 3 $. Et l'effet de levier x10, c'est entre guillemets la norme, le temps que vous capitalisiez, parce que oubliez du x100, etc. C'est improbable. Vous ne pourrez pas parce que il faudra que, je vais vous montrer la plateforme après, mais il faudra que vous gériez vos zones, vos liquidations en fait, vos zones de liquidation. Donc ça sera juste pas possible. Mais vous voyez la différence entre là à chaque fois 30 centimes et là 3 $. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est sur du x7.
Là déjà je commence à vous parler une autre langue. Je vous montre qu'avec 500 dollars en 24 heures, vous avez fait 21 dollars. Bah, le mec qui sait calculer un peu, il fait ça et il voit qu'il est sur du 4%. 4% un jour en trading sur un truc super sécurisé et safe à partir du moment où on respecte ces zones de liquidation. Mais je pense que n'importe qui signe en fait. N'importe quel idiot signe. Quelqu'un qui est en recherche de capitalisation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas comme moi, déjà capitalisé avec des comptes avec plusieurs dizaines ou centaines, voire millions d'euros, il va chercher, c'est avoir de plus en plus de capital pour un moment se dire qu'il peut complètement en vivre, ou en tout cas, voilà, avoir la moitié de ses revenus qui sont basés sur ça, ce genre de choses. Donc 4% par jour, voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est juste énorme, c'est une scène, c'est du n'importe quoi. Euh, bon, avant de continuer à vous faire rêver, je vais quand même vous montrer FTX. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est au niveau des spreads. Bah, de toute façon, ça tombe bien, parce que je vais passer là pour vous montrer. On va aller dans portefeuille. Là, vous voyez, ça c'est un compte. Honnêtement, j'ai mis 1000 balles à l'époque. J'ai mis 1000 dollars il y a quelques jours, quelques semaines. J'ai complètement oublié que j'avais envoyé de l'argent dessus. J'avais lancé un trade. Euh, Hier, on parle, enfin avant-hier du coup, avant-hier on parle de stablecoin, etc. sur notre Discord WeTrade. Et du coup, pendant cette discussion, ah ouais, je repense à ces 1000 dollars et je vais voir où est-ce qu'il en est le trade. Et ce que je me suis rendu compte en fait, et c'est pour ça que j'ai tout de suite réagi derrière, c'est que honnêtement j'ai envoyé 1000 balles, mais pour les perdre. C'était un peu pour jouer au casino et les perdre à la base. Parce que je ne comprenais pas où est-ce qu'il y avait une couille dans ces contrats futurs qui pour moi c'était pas possible que ça soit aussi facile. Pour être très franc avec vous. Et là où je veux dire que c'est très facile, c'est que je vous montre, là où je vous cache rien, c'est un compte où il y avait 1000 dollars. Il reste 500 dollars dessus parce que j'ai envoyé 500 dollars à quelqu'un du Discord de WeTrade. Vous savez qu'on a un pool de traders et qu'on finance des traders. Et pendant qu'on en parlait, justement, du coup, il y a Mimstars qui est passé trader financé. Et quand on en parlait, il a fait bon, envoyez-moi sur FTX plutôt que de me les envoyer sur Binance. Je vais aller. Bah, il est en train de s'y frotter là en ce moment. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer que je suis pas en train de vous raconter des conneries. J'ai envoyé 500 dollars hier. Et là, il est en train de. Déjà, il veut se mettre un peu en update avec la plateforme. Donc, pour l'instant, il a commencé hier et il trade sans l'effet de levier. Ça veut dire qu'il n'utilise pas la puissance des contrats futurs. Il trade sans effet de levier, le temps de prendre en main le truc et après il y aller avec l'effet de levier. Mais pour l'instant, je pense que là, il a commencé, il doit être sur son premier trade avec effet de levier. Show all sub account, ok. Mimstart, ouais, il commence là, ça y est. Et vous voyez, il est sur son premier. Il respecte ce que je lui ai expliqué. Prix approximatif de liquidation 1,10. Voilà, il a tout compris. Il est en train de commencer, il le fait tranquillement. Donc là, ça va être son premier trade, je pense. Bon, bref, pour revenir à ce que je vous expliquais, c'est que j'ai découvert, c'est qu'en fait, ces fees en fait étaient payants la plupart du temps. Comme vous rentrez dans le marché en laissant les gens venir vers vous. C'est comme ça que marchent les contrats futurs en fait. Plus c'est une histoire d'offre et de demande avec des gens payés et des payeurs au niveau des fees. Voilà, je vais essayer de montrer ça. Est-ce que je peux vous zoomer ça pour que vous voyez. Voilà. Un paiement positif signifie que vous avez payé. Okay, si vous avez un plus ici, vous payez ici, hein, pas ici. Ici, quand c'est positif, c'est un peu inversé, c'est un peu le bordel. Mais en gros, quand vous avez un moins ici, vous gagnez de l'argent, ce qui est mal foutu. Et quand vous êtes, quand il n'y a pas de moins, en fait, c'est que vous payez. Un paiement signifie que, enfin, un paiement positif signifie que vous avez payé un financement, tandis qu'un paiement négatif signifie que vous avez reçu un financement, que vous recevez de l'argent. Parce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que la plupart du temps, sans... Ah oui, je suis sur son compte à lui. Attendez juste 2 secondes. On va repasser sur mon compte parce qu'il y a eu plus de trades, il y a plus de choses à voir. Voilà, là vous avez tout, je vous cache rien. Euh, En fait, j'ai fait en plus de ça, si vous voulez, en utilisant l'effet de levier. Là, il n'y a que 1 ou 2 trades. Il y avait 1000 dollars là-bas sur le compte. J'ai fait 45 dollars sur 1 ou 2 trades.
honnêtement. Et je vous dis, j'ai laissé tourner ça pendant des jours et des jours parce que j'y prêtais pas attention. J'avais même oublié que j'avais envoyé de l'argent dessus. C'est quand on a eu cette conversation sur le Discord WeTrade que je me suis dit, ah ouais, non, mais j'avais envoyé des thunes là-bas, faut que j'aille voir quand même ce que ça fait. Que je m'en suis rappelé. Et là, je vous fais le topo, ce que je l'ai sorti tout à l'heure sur un GDoc, j'ai un peu la flemme d'aller le chercher là. Mais en gros, tous les frais que j'aurais dû payer, que j'aurais payé chez Binance, chez Bitfinex et qui m'aurait sûrement bah là ça m'aurait assassiné parce que c'est une position qui a duré plus de 6-7 jours. Vous imaginez bien que si en 16 heures sur sur une position à margin vous êtes perdant, bah là mon trade j'aurais perdu de l'argent. Il m'a fait gagner 5 dollars, 4 dollars et quelques, 4,70 $, 4,80 $, j'avais ça tout à l'heure devant les yeux. Donc en plus je perds pas d'argent, j'en gagne. Voilà, histoire d'offre et demande. Puisque vous cherchez à rentrer en position sur un petit excès pour aller de l'autre côté, bah, c'est les gens qui viennent à vous, et les trois quarts du temps, vous serez payé plutôt que payer des frais en fait. Et ça fait du 5 dollars. Alors faut pas vous dire, ah ouais, non mais attendez, imagine, Bolzi me dit ça, mais si ça va dans les fins inverses, ça veut dire qu'une position de 8 jours, je paye 5 dollars sur un compte à 500 balles, c'est 1%, c'est énorme. Il faut pas du tout le voir comme ça, parce que là, comme je vous dis, ça a duré 8 jours. J'ai pas du tout suivi le trade, j'ai fait un peu de Google, pour être très franc avec vous. Mais il faut pas oublier que c'est l'effet de levier en fait. Okay, là, j'étais sur un effet de levier de x10. Ça veut dire que sans l'effet de levier, c'est du 50 centimes pour une position qui a tenu plus 8 jours. C'est très 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 correct. Très correct. Mais voilà, en plus, vous avez ce petit potentiel-là, c'est que même si ça se passe pas bien et que votre entrée elle a mis un peu de temps à toucher votre take profit, bah, les frais, il y a des grandes chances qu'ils soient positifs. Donc bon, même si elle dure bon, quelques heures, pas comme moi, des jours parce que vous oubliez votre compte comme un teubé, mais si elle dure un peu quelques heures, c'est pas grave, vous perdez pas d'argent. Enfin, en général, ça arrive, parce que regardez là, là j'ai eu là j'ai payé j'ai payé des, enfin, après, vous voyez ce que je veux dire, hein, là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pendant 13 heures consécutives, j'ai payé des frais. Mais ça représente quoi sur un trade de, ça devait être du 5000, du 10 000 ici, ça représente peanuts quoi. Mais la plupart du temps, et à chaque fois que vous voyez du moins, c'est que je suis payé, hein. Donc, la plupart du temps, j'ai été payé. Voilà, ça c'était pour les fees. Maintenant, un truc aussi à comprendre, enfin qui est intéressant à comprendre, c'est le spread, enfin le fonctionnement du spread. Vous voyez, le fait de soit payer, soit être payé est super important dans la compréhension, parce que je vais pouvoir vous raconter une petite histoire et vous expliquer pourquoi ce contrat futur est sûrement l'avenir au niveau des stables et pourquoi petit à petit il va y avoir de plus en plus de volume. Là, vous voyez, en volume en 24 heures, il n'y a eu que 150 000 dollars, enfin 150 000 USDT. C'est pas fou, mais c'est quelque chose qui va évoluer dans le futur parce que les gens qui prennent de ces contrats s'en fichent de perdre de l'argent. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, là tout de suite maintenant, si je prends un trade sur... D'ailleurs, attendez, il faut que j'ouvre Bitfinex de l'autre côté tout de suite pour vous montrer la différence. C'est pas ici, c'est dérivative. Waouh, je peux vous montrer en funding. Faut juste que j'enlève ça. USDT, il est ici. Voilà. Et comme ça, je pourrais vous passer de l'autre côté. Ici, là en ce moment, si je prends en position sur l'USDT, je suis payé 0. Estimation du prochain. Ok, là non. Attendez. Estimation du prochain taux de changement, les longs payent les shorts, il est taux positif. Voilà, donc là c'est les shorts qui payent les longs. Donc là, moi je voyais, là je cherche à acheter en ce moment, donc je serai payé à cette hauteur là de 0,0013%. Maintenant, ce qui se passe, c'est que sur Bitfinex, je vais vous mettre comme ça, on va réduire, tac tac. Oh, ça vous montre ma balance, je m'en fous un peu. Sur Bitfinex, USDT il est ici. Donc ça c'est pour du 24 heures. Du coup il me faut une deuxième calculette. Hop, hop, hop. C'est important ce que je vous montre pour vous expliquer pourquoi il y aura de plus en plus de volume. Donc il faut diviser par 24.
4. Oui, parce que c'est pour un jeu. Oh non, j'arrive pas à me sortir. Comment je pourrais tricher? Si je mets un 0,2 et je divise par 24, tu veux pas? Bon, en gros, ça serait moins que ça. Ce qui veut dire qu'en fait, si j'achète mon contrat chez FTX, ok, avec un effet de levier x10, que je fais l'exact inverse sur Bitfinex avec le même effet de levier, et on peut, vu qu'on est qu'on serait sur du dérivatif, l'équivalent du futur, en fait, je gagne de l'argent. Ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'aurais voulu vous montrer à quel taux, à quelle différence. Mais bon, je vais vous demander de me croire sur parole. Enfin, la calculette, elle veut pas aller plus loin que ça. Il faudrait que je sorte la scientifique et tout. J'ai un peu la flemme. Je, mais ça va me permettre d'introduire plutôt ça. Ça, c'est pour vous expliquer. Alameda, c'est le patron de FTX, la plateforme que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du contrat futur. Et en fait, il y a eu des déboires en ce début d'année parce que Alameda, en fait, affichait sur le leaderboard de Bitfinex une perte au tout début de 8 millions de dollars, qui a augmenté petit à petit. Et les gens se sont tout de suite mis à lui dire mais il est complètement fou, il est en train de perdre tout l'argent de FTX, etc., etc. Et moi je rigolais un peu en douce parce que connaissant un peu le bonhomme, enfin il faut savoir que c'est un mec qui est capable de sortir des solutions algorithmiques sur du hash rate, etc. On parle pas d'un lambda, quoi, hein, on parle pas de n'importe qui. Je me suis dit il est en train de faire un truc. J'en étais convaincu, c'est que pour moi il est en train de traiter du spread en fait, et il est en train de se gaver sur du spread. Mais j'étais pas sûr de ma source parce que quand vous voyez un moins 8 millions de dollars, vous vous dites, ouais, après ça, il est peut-être rentré dans un trade à la con, il perd de l'argent. Et j'ai cherché. Je me suis mis sur Bitfinex et dans le leaderboard, j'ai cherché où est-ce que. Enfin, par rapport au leaderboard, j'ai essayé de le lire pour voir sur quel marché il était rentré. Je l'ai pas trouvé en BTC. Au niveau de ses ordres, ça ne corrélait pas. Je l'ai pas trouvé sur du ETH. Je me suis dit, il peut pas avoir un moins 13 millions sur un shitcoin. Enfin, il n'y avait pas les volumes sur Bitfinex, vu qu'on est sur un marché qui est très 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 réel en termes de volume. Il n'y avait pas les volumes pour qu'il soit parti sur un shitcoin à la con. Donc je l'ai cherché au niveau du dérivatif. Et je l'ai trouvé en fait sur le SDT. Et j'ai compris qu'il était rentré en long sur FTX et qu'il shortait du côté de Bitfinex parce qu'il était payé sur FTX pour tenir sa position et il payait sur Bitfinex pour short sa position. Mais une position équivalente. Bref, c'est ce qui m'a permis de découvrir FTX. Je ne connaissais pas du tout à l'époque. Je vais sur FTX, je le recherche, j'arrive à comprendre où est-ce qu'il est rentré au niveau de ses contrats, j'arrive à estimer sa position, et je me rends compte, là je vous parle à l'époque où il affichait un moins 8 millions de dollars sur Bitfinex, et là comme vous l'avez vu dans les yeux, il est même monté jusqu'à moins 14 millions de dollars. Et quand je le trouve, je fais la corrélation entre ce qu'il y a sur Finex, ce qu'il y a sur FTX, et j'arrive à calculer exactement la taille de sa position, et je me rends compte qu'avec ce simple arbitrage de spread sur contrat futur entre FTX et les dérivatives chez Finex, en fait il est totalement couvert, hein, il a le même nombre, c'est des produits qui sont différents, mais il a le même nombre de détention chez l'échange A que chez l'échange B. Je me rends compte qu'en fait le garçon, il est en train de se faire 520 000 dollars de l'heure en tenant ces deux positions, avec un énorme effet de levier. Et là, pendant que je vois tout le monde qui le désinquiète sur Twitter, parce que ça, vous voyez, c'est un tweet, c'était par exemple, c'est un site qui dit ah, la médaille est en train de tendre. Moi, je me rends compte à ce moment-là que le mec, il est en train de se prendre 520 000 dollars de l'heure dans la poche juste sur l'arbitrage de spread sur du contrat futur. Et il faut savoir que ça, il a commencé le 16 février, il a arrêté le 24 février. Donc, je vous laisse faire le calcul grosso merdo, mais même si on s'arrête du 17 au 24, il y a 7 jours. 7 fois 24 fois 520 000 dollars. On peut sortir la calculette pour faire vite fait, hein, mais 7 fois 24 fois 520. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ouais, il a perdu 14 millions sur Bitfinex. Du coup, sa position, elle a dû faire un plus 12, plus 13 sûrement sur FTX. Ça m'étonnerait qu'il était complètement flat sur sa sortie de position parce qu'il fallait qu'il sorte avec. Il n'a pas pu sortir à la main en fait. Il a fallu qu'il sorte avec une solution algorithmique pour que ses ordres sortent petit à petit.
Mais en tout cas, le spread, il l'a encaissé. Et le spread lui a fait du bien. Beaucoup de bien. Donc voilà, pour la petite histoire. Et pourquoi c'est important de parler des spreads? Parce que bah là, du coup, vous comprenez mieux le fait que à l'avenir, parce que les traders, les pros, hein, je parle vraiment là pas forcément d'institutionnels, mais des gens qui ont un minimum de connaissances, vont utiliser de plus en plus ce type de couverture pour faire des bénéfices sans prendre de risques, en limitant les risques en tout cas, parce que là, c'est quoi votre risque? C'est qu'au moment où vous terminez votre arbitrage, il y a un slippage, il y a un gros mouvement, et que du coup vous perdiez une partie des bénéfices que vous avez fait. Bon, en termes de risque, ça reste quand même super light. Hein, c'est pas non plus un risque de fou. Euh, mais il y aura de plus en plus de gens qui s'intéresseront à ça. Et ce qui fait qu'on aura de plus en plus de facilité à ne pas trop déborder les excès, parce qu'il y a des gens qui, dès qu'on va dépasser, vous vous rendez bien compte que quand les gens vont commencer à être avisés sur ce type de possibilités, dès qu'on va dépasser à 99,80, 99,70 avec un effet de levier de euh, euh, x10, les mecs, ils vont arbitrer comme des malades. Ils vont y aller, ils vont rentrer en arbitrage et ils vont manger le spread pendant des jours et des jours jusqu'à ce qu'on rentre à peu près à la normale, qu'ils voient qu'on a des gros blocs qui tiennent le marché pendant un certain laps de temps et hop, ils vont déclencher un algo pour sortir tranquillement de position, encaisser leurs bénéfices en le faisant sur un marché qui est vachement resserré pour éviter toute possibilité de slippage en fait. Donc voilà. Voilà pour la petite explication sur pourquoi ce marché a beaucoup plus d'avenir. Pour moi, il a même beaucoup plus d'avenir que ce que les gens, les dindons peuvent voir sur BitMEX. Et je parle de BitMEX, ou BitMEX pour moi c'est l'usine à gaz des dindons. Euh, c'est pas beaucoup d'argent qui est là-bas, mais comme il y a un effet de levier de x100 et que tout le monde l'utilise, euh, c'est un peu la roulette, quoi. On va jouer au casino, au BitMEX. Les gens vont jouer au casino, ils sont contents, c'est des petits capitaux. Hein. Il n'y a pas y a pas de gros capitaux sur BitMEX. Il y a surtout des gens qui ont peu de moyens et qui veulent trouver un sens à leur vie en se disant je veux gagner beaucoup d'argent avec un effet de levier poisson. Écoutez, venez sur du contrat futur sur l'USDT, venez gratter, doubler votre capital très rapidement et trader un asset qui est beaucoup plus intéressant. On peut ressortir la calculette pour faire un peu de maths. On était sur en 24 heures, on a eu 7 allers-retours. Allez, moi je vais dire que 7, les derniers jours on va dire que ça a beaucoup bougé. On va dire que la moyenne ça va être 3. 3 fois on était sur du 0,06 de tick. Ok. Donc du coup 500 dollars x 10, parce qu'on serait sur un effet de levier x 10 avec le contrat futur. C'est ça, 9 par jour. 9 dollars par jour. Je vous repasse dessus hein, pour que vous compreniez bien. Ça veut dire que là je vous prends vraiment une moyenne basse, très basse, c'est volontaire. Ça veut dire qu'au lieu de faire ces 7 allers-retours, on en aurait fait que 3 sur un marché comme. Regardez, ça peut arriver. Hein. Ici, à mon avis, on les a les 3. 1, et encore, je sais même pas. Attendez. Parce que moi, je suis pas là juste pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous montrer la réalité. On peut faire ça, en fait. Ouais, on les aurait eu les 3. Si on se serait mis... on se mordait comme ça. 1, 2... Ouais, 2, 3. Ouais, et puis là, bon, vous voyez, c'était vraiment merdique. Mais voilà, c'est vrai que même quand les conditions sont merdiques, ben, les 3, je pense que les 3, 4, on va dire 4, allez. 3, ça me semble un peu juste, on va dire 4. Du coup, 4 fois 0,0006 ticks. Après, attention, c'est pas, là je vous présente un truc simpliste, c'est à vous de l'adapter selon le marché en fait, vous tracez ça. Quand vous voyez que le marché a plus de, bah, vous allez chercher plus de potentiel, vous regardez un peu le Viper, c'est à vous après de faire vos calculs et de vous mettre au bon niveau, etc. Et ça c'est votre travail en fait, de recalculer, de remodifier. Aujourd'hui je vais chercher 5 ticks, demain je vais enfin ça vous le savez pas à l'avance. Aujourd'hui je vais chercher 5 ticks, le lendemain il y a un peu plus de volatilité, vous allez en chercher 6, 7. Il y a même des jours où vous pourrez aller chercher du 10 ticks. Et il y a des jours où vous irez chercher que 2 ticks. Voilà. Euh, mais je pense que 6 ticks, c'est à peu près la moyenne. Donc on a dit 4 allers-retours pour 24 heures à 6 ticks. Et du coup,
Là, je vous prends l'exemple de quelqu'un qui serait avec 500 dollars, donc du coup avec un effet de levier x10. Voilà, on est à 12 dollars par 24 heures. Et du coup, il y a 30 jours dans le mois. Donc avec 500 dollars, vous avez sur la moyenne basse 360 dollars en plus dans le mois. Vraiment la moyenne basse. Parce qu'après, si on veut partir sur une moyenne haute, il n'y a pas grand chose à changer. Il y a juste à dire que moyenne haute, non, on va dire moyenne un peu plus optime que la moyenne basse. Moyenne, une vraie moyenne. On va rester sur du... Allez, 5 fois 0,00. On va mettre 7 ticks au lieu de 6 fois 5000. 17,5 fois 30. Là, boum, direct on double le capital. Voilà, on est passé de 360 dollars de bénéf à 525. Et on est sur une moyenne. On n'est pas... Ouais, vous avez la moyenne basse, bah, vous faites plus de 50%. Attention, hein, parce que je m'écoute pendant que je parle. Et là, je suis en train de me dire, je suis en train de leur dire que les mecs, ils vont faire du 50% et du 100%. Et je dis ça naturellement. Mais, enfin, je triche pas, quoi. Hein. Tout ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure devant les yeux, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai expliqué les frais, etc. Je vous ai tout montré. Je pense pas vous avoir... ça, c'était mes petites notes que j'ai prises tout à l'heure pour vous expliquer un peu au niveau de Tether. Je vous ai rien caché, quoi. Hein. Vous l'avez devant les yeux et depuis tout à l'heure, vous le voyez avec moi. Donc oui, c'est insane, mais attention. Attention, parce que comme vous voyez, pour l'instant, on est sur des volumes encore faibles. Là, très très faibles, mais hier, on avait 500 ou 600 000 dollars. Vous comprenez très bien qu'un mec qui est multimillionnaire, aujourd'hui, il vient essayer de faire ce que je vous propose. C'est impossible. Donc c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à des néophytes, des gens qui voudraient commencer à trader, apprendre de manière encadrée, et des gens qui sont en recherche de capitalisation. Venir le faire avec 500, 1000, 5000, 10 000 dollars, pas de problème. Mais après, est-ce que c'est un problème? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est un problème un mec qui a, tac, 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 un mec qui a 5000 dollars, on va dire que 5000 dollars, un mec qui a 5000 dollars, qui fasse ses 0,00, allez, on va mettre 5 ticks. Non, d'ailleurs, il faut que je mette l'effet de levier. 0,0, on va aller sur un truc super faible. 4 ticks. Il en fait, allez, que 2 par jour. On est pire que sur, on est sur le scénario le plus pessimiste possible. 4 ticks, 2 par jour. Du coup, s'il a 5000 dollars, avec les effets de levier, c'est du 50 000. Bah, il rentre 40 dollars par jour. Avec 5000 dollars, il rentre 40 dollars par jour. Il y a 30 jours dans le mois. Scénario le plus pourri possible. Avec 5000 dollars, le mec il sort un SMIC tous les mois. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que je veux dire? Donc, le but, c'est pas de chercher à capitaliser à vie. C'est de. Je vous donne un exemple typique. Un mec qui est en trading par passion, par envie d'apprendre, etc. et qui a un petit billet de 10 000, bah, il va se garder 5 000 pour trader de marché traditionnel, mais il va se garantir ses incomes via une stratégie comme celle-ci. Le but, c'est croyez pas que vous allez devenir millionnaire avec ça, parce que vous ne pourrez pas. Il n'y a pas assez de volume, vous ne serez pas exécuté. En tout cas, dans l'état actuel de ce marché, vous ne pourrez pas devenir millionnaire à ce que vous voulez. Mais voilà, vous pourrez gagner. Je pense que via un peu de capital, pour moi, jusque 10 000, c'est jouable. Jusque 10 000, c'est jouable. Faudra être un peu moins gourmand au niveau des ticks, parce qu'en plus, il faudrait rentrer en plusieurs fois pour ne pas être trop visible au niveau du marché. Mais ouais, jusque 10 000 dollars avec un effet de levier x10, ça fait du 100 000. Pour moi, c'est jouable. Là, c'est pareil, hein, avec 100 000, avec 100 000, enfin avec 10 000 qui font 100 000 avec l'effet de levier. Pareil, je pars sur un scénario très très pessimiste, c'est-à-dire que le mec irait chercher beaucoup moins de ticks tous les jeux, enfin beaucoup moins de ticks parce que bah, plus compliqué, il commence à représenter du volume. 10 000 dollars, 2 ticks, allez, il en fait 2 par jour, ça fait 40 dollars, x 30, ouais, c'est comme tout à l'heure. Bah, j'ai envie de dire, mais mec, 10 000 balles, enfin, honnêtement, ça fait du 12% minimum, quoi. Enfin, en ayant, là, c'est pas un scénario pessimiste, c'est le scénario, genre, le mec, il a
beaucoup trop de fonds pour utiliser cette stratégie. Et voilà, il veut s'assurer son SMIC avec 10 000 balles. Bon. Mais voilà, moi je vous conseille, enfin je conseillerais plus à des gens qui sont en recherche de capitalisation. Euh, enfin il n'y a pas de minimum, parce que le minimum c'est ce que vous voulez de toute façon. Mais jusque 50 000, pour moi jusque 5 000 dollars, vous pouvez viser du 50% par mois dessus. Ça veut dire qu'avec 5 000 dollars, vous pouvez vous générer 2 500 dollars. À 10 000, à 10 000, vous serez à 30-40%, donc 4 000 dollars grosso merdo. Mais après, c'est à vous, hein. Moi, je vous présente l'actif, le fonctionnement, un début de stratégie, mais très très simpliste, n'importe qui peut la reproduire. Après, c'est à vous de l'adapter parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte, comme le temps que vous allez avoir disponible pour gérer ça. Est-ce que vous êtes équipé pour mettre des alertes, du multi-écran, etc. Tout ça, c'est vos propres paramètres. Est-ce que vous allez bien guetter le marché pour... enfin, j'ai fait quoi de super fou là, hein. J'ai tracé un rectangle, j'ai encadré un prix, voilà, j'ai mis un indicateur Viper, une sorte de VPR en fait. J'ai rien fait de fou. J'ai rien fait de fou. Mais je pense qu'on a fait le tour au niveau de la vidéo pour vous expliquer un peu ça. Clairement, ouais, pour moi on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre dans la description là sur YouTube un lien d'affiliation. Et là, je sais que je vais en choquer beaucoup. Non, je vous mets un lien d'affiliation. C'est un lien d'affiliation vers FTX. Et je le répète, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par FTX. Mais je vous mets un lien d'affiliation en fait parce qu'il vous fait gagner 5% sur les fees. Et sur une stratégie comme ça où on va charger pas mal avec un gros effet de levier, tout est bon à prendre. C'est pour ça que je le fais. Et pour être très franc avec vous, je suis anti-affiliation de base. Hein, enfin, les gens qui me connaissent le savent. Voilà, pour moi, ces 5% de réduction sur l'affiliation sont très importants pour vous faire baisser vos fees. Et puis, moi, je vous cache pas, en fait, FTX, de toute façon, il n'y a pas de marque pourquoi. Hein, vous payez pas plus cher de fees parce que vous passez par cette affiliation. C'est pas du tout le cas, je sais qu'il y a des brokers qui le font. Sur les échanges, heureusement, c'est pas trop le cas. Et là, pour le coup, il n'y en a pas du tout. Mais moi, je récupère 30% des fees qui sont générés de votre part chez FTX. Ça me permettra de la remettre dans le pool vous savez, le pool de traders financiers WeTrade. Bon, ça sera pas grand chose, hein, ça va être beaucoup de petits comptes qui se lancent. Soit je les remets dans le pool, soit je vous les reverserai. C'est chiant parce que reverser, ça veut dire que vous devez pour chaque fin de mois et tout, vous devez m'envoyer. Non, je pense que je les mettrai dans le pool des traders. Si je les reverse, ça va être trop chiant. Je les mettrai dans le pool des traders. Ça veut dire que vous-même, hein, vous pouvez rentrer dans le pool de traders financés sur WeTrade. Pareil, dans le descriptif, je vous remettrai le Discord de notre Discord communautaire de traders pédagogues. Il y a beaucoup d'échanges intéressants en plus. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, beaucoup d'explications un peu longues et tout, mais on est obligé de passer par là pour... C'est très compliqué d'expliquer le fonctionnement des stables en quelques minutes. Il faut donner un peu plus de détails, il faut montrer des choses. Sinon les gens ils disent qu'est-ce qu'il est en train de nous vendre, c'est illuminé quoi. Donc bon, si on n'ajoute pas de la véracité à ces propos, c'est très très compliqué. Moi, je vous dis à très très bientôt. J'essaierai de vous refaire une petite vidéo par semaine, par-ci par-là. J'ai du mal à maintenir un timing précis à chaque fois, mais je vais essayer. Ciao ciao, des bisous, à bientôt.